Sans transition et sans pause, nous allons donc attaquer la session 8, qui est la dernière de ces actualités du Faro. Et donc, nous aurons deux communications qui seront présentées par le professeur Boutin, Voilà. à qui je vais donner la parole. Faut-il que je présente la première oratrice? Alors, c'est un orateur, je crois, non? Non. Non, c'est qui? C'est Mélanie. Ah, mais c'est Ménoli, oui, pardon, oui, tout à fait. Non, Voilà. Je Donc, pense que c'est la star des actualités du Faro, avec trois des communications. En fait, voilà, moi je crois qu'elle a bien visé, hein, parce que on l'a invitée à venir sur un sujet qui nous intéressait et sur lequel elle est experte, et elle a eu la bonne idée, en plus de la matière sur laquelle nous la sollicitions, de venir nous présenter plusieurs travaux. Je trouve qu'on a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, Madame le professeur Ménoli Adjobimé, si vous voulez reprendre la parole pour un autre type de risque lié à la santé au travail que vous avez étudié à Cotonou. Alors, j'ai bien branché mon appareil auditif, donc tu peux parler moins fort aussi. Ah, d'accord. Toutes mes excuses. Non, t'inquiète pas, vas-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance, et merci de m'avoir invité pour cette communication. Et donc, chers congressistes, notre communication porte sur l'analyse des risques auditifs et respiratoires dans 5 branches d'activité du secteur informel dans la ville de Cotonou, au Bénin. Et nous allons suivre le plan classique, introduction, cadre et méthode d'étude, présenter les résultats et conclure. Le secteur informel contribue pour une part importante dans l'économie des pays à revenus faibles et intermédiaires. Et lorsque nous prenons le cas du secteur informel béninois, il est caractérisé par 80% des travailleurs avec des conditions de travail vraiment précaires et peu de moyens de prévention en termes de prévention technique et individuelle. Il faut dire que le contrôle des actions de santé et sécurité au travail du secteur informel relève au Bénin du ministère de la Santé, contrairement aux autres qui relèvent du ministère du Travail. Et il n'y a pas une politique clairement définie par rapport à la mise en œuvre de la santé et sécurité au travail dans ce secteur d'activité. Et donc, les acteurs du secteur informel sont donc soumis à des facteurs de nuisance multiples, dont les facteurs physiques comme le bruit, physico-chimiques, la poussière, qui sont susceptibles d'entraîner des risques auditifs, respiratoires importants. La politique actuelle au niveau gouvernemental de notre pays, c'est d'œuvrer pour une reconversion des acteurs du secteur informel vers le secteur formel. Et pour ce faire, il est quand même important de comprendre la situation de travail en réalisant des analyses de risque, d'où l'intérêt de notre travail. Quels sont les objectifs poursuivis? C'est d'analyser des composantes de travail dans les branches d'activité, dans certaines branches d'activité, d'évaluer le risque auditif et respiratoire et de proposer des mesures de prévention adaptées. Quels ont été les cadres d'études? Nous avons travaillé dans 5 branches d'activité du secteur informel. La meunerie de céréales au niveau du marché d'Antokpa, qui est le plus grand marché du pays. La flébanterie artisanale qui est située dans un quartier dénommé Midombo. Et puis, nous avons l'activité de fumage de poissons qui est dans un quartier, sur un site qu'on appelle le site de Plakodji. À la maçonnerie avec l'option de découpage de murs, qui est une activité naissante dans notre pays avec des outils particuliers. Ensuite, nous avons la scierie traditionnelle. Quelles sont les méthodes d'analyse que nous avons utilisées? Nous avons procédé à une analyse des composantes de travail et nous avons utilisé la démarche Itamami, qui est une méthode d'observation et d'analyse globale de la situation de travail. Et les composantes étudiées, c'est l'individu, donc la personne avec ses caractéristiques, la tâche et l'activité qui regroupent les procédures, les prescriptions et la tâche telle que c'est réalisé dans la vie réelle. Le matériel qui regroupe toutes
tous les moyens technologiques mis à disposition, la matière première et autres. Le milieu regroupe donc l'espace de travail des travailleurs en même temps que les ambiances de travail. Il faut dire donc que nous avons utilisé pour faire cette analyse des observations, une observation des entretiens, mais également nous avons réalisé des mesures d'ambiance. Et pour le bruit, nous avons utilisé donc un sonomètre, mais il faut dire qu'il s'agit de mesures instantanées réalisées uniquement au moment de l'activité. Ensuite, nous avons réalisé des mesures d'empoussièrement de la poussière avec un compteur de particules et également des mesures de la fumée avec un détecteur de gaz. Ensuite, nous avons procédé à une estimation et à une évaluation du risque en s'inscrivant dans un processus d'apparition de risque de mécanisme chronique. Ici, donc, pour toute cette présentation, le risque accidentel ne sera pas donc pris en compte. Et donc, le bruit sera susceptible donc d'entraîner des troubles auditifs que nous avons évalués en fonction des cas, soit par une symptomatologie, soit par une audiométrie. La poussière avec les troubles respiratoires que nous avons évalués de façon clinique ou avec un débitmètre de pointe ou avec une spirométrie. Ensuite, nous avons procédé à une estimation et une évaluation de la gravité et de la probabilité d'occurrence, qui est la fréquence d'exposition multipliée par la probabilité de survenue. Et nous avons construit donc la matrice de risque en priorisant. La priorité 1 concernant les risques de niveau 9 à 16, qui constituent des risques qu'il faudrait réduire de façon prioritaire. Ensuite, nous avons la catégorie 2 de priorité 2 qui concerne les risques évalués de 4 à 8 et la catégorie 3 pour les risques évalués de 1 à 3. Ensuite, nous avons identifié les moyens et processus d'action et de prévention pour ces acteurs du secteur informel. Et le niveau 1 a constitué la suppression ou la réduction du risque. Le niveau 2 pour la protection collective et individuelle. Et le niveau 3 concerne l'information et la formation. Quels sont nos résultats? D'abord, le premier groupe de travailleurs a concerné donc les meuniers du marché de Dantokwa en 2020 et qui a constitué une étude de 57 meuniers de céréales dans le marché. Et grâce à l'approche Itamami, nous avons constaté qu'il s'agit de sujets d'âge de 25 ans en moyenne, pour la plupart célibataires dans 53% des cas, avec une ancienneté de plus de 2 ans dans 58% des cas. Ils sont pour la plupart des apprentis dans 81% et ont un niveau primaire dans 44% des cas. La tâche et l'activité essentiellement, c'est de transformer les grains de céréales, surtout grains de maïs, en farine comestible pour la population. Et c'est un travail qui se fait essentiellement en position assise, comme on le voit à l'écran. Ils utilisent comme matériel le moulin, le maïs, la farine et également des huiles de graissage pour le moteur. Ils travaillent dans un milieu semi-ouvert avec un niveau de bruit évalué entre 90 et 108 décibels. Là, ils sont exposés à la poussière de farine et nous avons mesuré les particules de 2,5 micromètres qui étaient quand même faibles de 1 à 15 microgrammes par mètre cube. La durée de travail était de 8 à 12 heures. Il s'agissait d'un travail cadencé, mais il n'avait pas d'équipement de protection auditif ni respiratoire. Également, ces travailleurs étaient exposés à des échanges un peu difficiles avec les femmes qui venaient moudre sur le site. En termes d'estimation et d'évaluation du risque, il faut dire qu'un déficit auditif bilatéral supérieur à 20 décibels a été constaté chez 87,72% de ces travailleurs, dont 29,4% étaient déjà à présenter un déficit supérieur à 35 décibels à la meilleure oreille, ce qui pourrait être classé dans une surdité professionnelle si on était dans un secteur formel. Et le niveau de risque a été évalué de façon collégiale à 12, ce qui constitue donc un risque prioritaire. En ce qui concerne les troubles respiratoires, il a été question rapporté essentiellement une rhinorrhée, la toux, les sifflements, des dyspnées
Et l'évaluation a été réalisée avec un débit expiratoire de pointe qui a montré une baisse dans 7,1% des cas. Le niveau de risque a été classé 8 et il s'agit donc d'un risque de priorité 2. Plusieurs actions ont été proposées. En autres, nous allons citer la proposition de changement des moulins à ces travailleurs avec un système de captage de poussière automatique et limitation du bruit, type de moulin qui existe sur le marché, mais dont le coût ne permet pas l'approvisionnement facile par ce type de travailleurs. Il faut dire qu'à la date de ce jour, cela n'a pas été réalisé. Ensuite, il y a la réduction de l'exposition qui a été proposée, qui est donc réalisée de façon parcellaire par ces travailleurs, et l'utilisation d'équipements de protection individuelle qui n'a pas été prise en compte jusqu'en 2022 lorsque nous avons fait une réévaluation. Notre deuxième groupe de travailleurs concerne les ferblantiers et concerne une population de 33 travailleurs. Et là, nous avons constaté qu'il s'agit des adultes dans 74% des cas et une intervention des enfants dans 26% des cas. Ils avaient une ancienneté variable de 1 à 36 ans et essentiellement avaient un niveau de cours primaire. Ici, la tâche, c'est la fabrication de fourneaux, de grilles, d'entonnoirs, de moules et autres. Et il s'agit d'un travail qui se fait essentiellement en position assise, comme indiqué. Et ils utilisent comme matériel des carcasses de ferraille ramassées un peu dans la ville et des outils tranchants, des marteaux, des burins et un feu pour pouvoir faire la transformation. Ils fonctionnent donc dans un milieu ouvert et le niveau du bruit évalué au moment de l'activité était d'environ de 104 décibels. Et ils sont exposés à de la poussière métallique et les horaires de travail variaient de 8 à 13 heures et de 15 à 18 heures. Le travail est cadencé et il ne portait pas d'équipement de protection ni auditif, ni respiratoire, ni oculaire. Et donc, en termes d'estimation et d'évaluation du risque, le risque auditif, on n'a pas pu réaliser l'audiométrie chez ces travailleurs, mais nous avons constaté une hypoacousie ressentie a été rapportée par les travailleurs avec une prévalence de 51,51%. Le niveau global de risque auditif a été évalué à 12, ce qui constitue encore un risque prioritaire. Les troubles respiratoires, il a été question essentiellement d'une symptomatologie respiratoire dans 27,27% des cas. Le niveau de risque a été évalué à 9, ce qui constitue également un risque de niveau 1. Il a été proposé à ces travailleurs, entre autres, la transformation du lieu de travail en plusieurs grands ateliers spécialisés distants les uns des autres, ce qui n'a pas été réalisé, mais il a été procédé à un transfert du site. On a proposé également la réduction de la durée de l'exposition, qui n'a pas été prise en compte jusqu'en 2022, l'utilisation des équipements auditifs et respiratoires non plus. Notre troisième catégorie de travailleurs, il s'agit des femmes fumeuses de poissons, qui sont des femmes d'âge moyen de 40 ans, qui vivent en couple dans 73% des cas, avec une ancienneté de plus de 20 ans, dans 48%, et pour la plupart non scolarisées. Leur tâche, essentiellement, c'est la transformation du poisson frais en poisson fumé, très agréable à la consommation au Bénin. Et ces femmes utilisent comme matériel les poissons frais, des fours en fer ou des fours en terre cuite. Elles utilisent également des cartons, des sciures de bois pour pouvoir faire le feu. Et donc, elles travaillent dans un milieu ouvert. La durée du travail est estimée à environ 6 heures par jour. Elles sont exposées à la fumée résultant de la combustion incomplète. Et le niveau de monoxyde de carbone a été évalué sur ce site grâce à un détecteur de gaz et variait de 18 à 145 en fonction, il faut dire que ce sont des mesures séquencées que nous avons prises en suivant la chaîne de déroulement de l'activité. Ces femmes n'avaient pas d'équipement de protection respiratoire ni oculaire. En termes d'estimation et d'évaluation du risque, les troubles respiratoires et ORL, c'était essentiellement des rhinites, des bronchites, mais il y a des cas d'asthme dans 9,88% des cas. Une spirométrie a été réalisée chez toutes les femmes
et a montré quand même une perturbation légère à type de restriction et d'atteinte des petites voies dans 80,21% des cas. Le niveau de risque global a été évalué à 9, ce qui constitue également un risque prioritaire. Il a été proposé donc un remplacement des fours par des foyers améliorés, ce qui a été réalisé en partie grâce à une ONG qui a mis à disposition des moyens pour la transformation des foyers utilisés par ces femmes en foyers améliorés, ce qui a vraiment amélioré les conditions de travail de ces femmes. Mais cela n'a pas pu être généralisé. Il n'y a que quelques femmes qui ont pu bénéficier et cela est même disponible sur Internet, le travail que cette ONG a réalisé à propos. Ensuite, il y a la réduction de la durée de l'exposition. Rien n'a changé et l'utilisation des équipements de protection non plus n'a pas été prise en compte. Notre quatrième groupe de travailleurs, il s'agit de la maçonnerie, mais avec une activité spécifique, c'est de pouvoir faire un trou dans les murs. Il s'agit des mêmes personnes qui sont sollicitées chaque fois lorsqu'on veut faire des ouvertures dans les murs. Et c'est une activité qui est rentable parce que ça coûte cher, la prestation est chère, mais les risques ne sont pas des moindres non plus. Nous avons pris le cas de 2 travailleurs. Il s'agit d'un monsieur de 46 ans et de 33 ans. Ils sont tous mariés, ce sont des artisans, maîtres artisans. Ils ont un niveau primaire et leur fonction est donc de faire des trous dans le mur pour faire une nouvelle ouverture. Ils utilisent des meules à scie électriques avec des câbles pour le courant électrique. Le travail se fait dans un environnement fermé et le niveau de bruit a été évalué au moment de l'activité à 97 à 106 décibels. Ce qui est, nous avons projeté également sur le sonomètre dont nous avons pris la photo. Le niveau de poussière des particules de 2,5 micromètres était de 517 microgrammes par mètre cube, ce qui était vraiment très élevé pour ces travailleurs. La durée d'une opération est variable et ils sont soumis également à des vibrations liées à l'utilisation du meule. Ces travailleurs n'ont pas d'équipement de protection auditif ni respiratoire et vous pouvez constater avec moi sur l'écran l'atmosphère de travail telle que cela est empoussiéré au moment de la réalisation de cette tâche. Même si c'est bien payé, ceci n'est pas quand même simple. En termes d'estimation et d'évaluation du risque, les 2 travailleurs ont bénéficié d'une audiométrie et les 2 avaient un déficit auditif bilatéral supérieur à 20 décibels, mais un avait un déficit supérieur à 35 décibels, pouvant être classé en maladie en surdité professionnelle si on était dans le secteur formel. Les 2 travailleurs ont également bénéficié d'une spirométrie et nous avons eu un syndrome mixte dans un cas et une spirométrie normale pour le plus jeune. Il faut dire que les niveaux de risque de façon globale pour le risque auditif étaient à 12 et pour le risque respiratoire à 12 également, ce qui constituait des niveaux élevés. Il a été proposé à ces travailleurs de remplacer leurs meules par des meules avec système d'aspiration disponible sur le marché, mais dont le coût est effectivement élevé, mais ceci n'a pas été. Ces 2 travailleurs n'ont pas remplacé leur outil de travail jusqu'en 2022. Non plus ne se sont jamais équipés par rapport aux épis auditifs et respiratoires. Notre dernière catégorie de travailleurs, ce sont ceux qui travaillent dans les scieries. Nous avons travaillé avec 53 travailleurs et l'approche Itamami nous a permis de comprendre qu'il s'agit des travailleurs d'âge moyen de 26,60 ans, mariés dans 53% des cas. Ils avaient pour la plupart un niveau primaire dans 47% des cas, avec une ancienneté supérieure à 5 ans dans 60% des cas. La tâche essentielle, c'est de faire le rabotage, le sciage et la coupure de bois. Et le matériel utilisé, c'est la raboteuse, la scie à ruban et la toupie. Le travail se fait dans un milieu ouvert et le niveau de bruit, malgré que le milieu soit ouvert, était de 97 à 98 décibels au moment de la réalisation de la tâche. Ces travailleurs sont soumis
a de la poussière de bois, mais le niveau des particules de 2,5 micromètres était supérieur à 5 microgrammes, ce qui n'était pas très élevé, effectivement, que le milieu est ouvert, ce qui facilite donc la dispersion de la poussière dans l'environnement. Et la durée de des opérations était variable et ils sont soumis également à des vibrations. Ils portent des équipements de protection, mais les équipements ne sont pas adaptés. Au fait, ce sont des bouts de tissu qui sont utilisés comme cache-nez, mais cela ne protège pas suffisamment. En termes d'estimation et d'évaluation du risque, nous n'avons pas pu, pour ce groupe de travailleurs, réaliser une audiométrie, mais une hypoacousie ressentie a été déclarée par 20,75% de ces travailleurs et le niveau de risque global a été évalué à 12, ce qui constitue un risque prioritaire. Et la symptomatologie respiratoire à terme de rhinite a été la plus rapportée dans 77,36% des cas. Le niveau de risque a été estimé à 12, ce qui constitue également un risque prioritaire. Alors, quelles sont les mesures préventives proposées à ces travailleurs? C'est de pouvoir s'organiser en coopérative pour que l'activité quitte le secteur formel pour rentrer quitte le secteur informel pour rentrer dans le formel, mais surtout pour l'amélioration des conditions de travail, au lieu que chacun essaye de travailler de façon éparse ou uniquement de façon familiale. Et également, c'est de pouvoir se doter d'un système d'aspiration automatique, ce qui n'a pas été fait, mais les exemplaires d'appareils ont été montrés, proposés à ces travailleurs, mais le niveau de revenu n'a pas permis l'acquisition. L'utilisation d'équipements auditifs et respiratoires adaptés non plus n'a pas pu être réalisée au cours de l'évaluation en 2022. Que pouvons-nous conclure sur le secteur informel béninois en termes de risques auditifs et respiratoires? Nous pouvons dire que le niveau global des risques auditifs et respiratoires est élevé et qu'un grand nombre de travailleurs sont exposés dans le secteur informel, mais il y a peu de moyens disponibles pour mettre en œuvre les changements. Et les recommandations classiques ne semblent pas être vraiment adaptées pour cette catégorie de travailleurs. Le recours fréquent à des ONG se fait pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Le plus important, c'est de pouvoir trouver le financement et de pouvoir perpétuer le changement. Donc, il y a du chemin et il y a du travail pour la médecine du travail dans le secteur informel béninois. Du courage à nous tous. Merci. Je te propose d'aller t'asseoir là-bas. Tu reviendras après. Oui. Hein, tu seras plus à ton aise comme ça. Voilà. Eh bien, le travailleur, ce n'est pas un individu désocialisé, c'est une citoyenne, c'est un citoyen qui a une vie de famille, qui a une vie communautaire, qui a une vie sociale, qui a des engagements par ailleurs. Et le travail s'inscrit là-dedans, dans son parcours de vie. Et donc, nous accueillons le professeur Mor Ndiaye, qui, après un long parcours d'expert à Dakar, est le responsable de la formation de ses successeurs, de ses élèves maintenant, et qui va nous resituer à travers sa conférence, qui sera la dernière. Il va nous resituer la place des facteurs extra-professionnels et de l'impact sur la santé du travailleur. Recontextualisation. Merci. À vous. Mais merci beaucoup. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de ces actualités du Pharo pour m'avoir invité à venir partager notre modeste expérience de pays du Sud, en particulier le Sénégal. Parce qu'ils m'ont demandé de parler des facteurs extra-professionnels et leur impact sur la santé au travail dans les pays du Sud, et j'ai pris l'exemple du Sénégal que je connais au mieux. En guise d'introduction, nous dirons que la santé au travail est d'abord une démarche interdisciplinaire qui vise à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait du travail, à améliorer les conditions de travail
Et depuis la Covid, et ça c'est une éventualité qu'il faut prendre maintenant en compte, à réduire le risque de contagion en milieu de travail. Et tout ceci a pour but d'accroître la productivité, mais également de produire le bien-être au travail parmi les travailleurs. Donc la santé au travail s'inscrit dans une marche continuelle. Et cette marche continuelle, nous la savons parce qu'on est passé d'une phase descriptive où on devait mettre les maladies en lien avec le travail, la phase réparatrice où il fallait indemniser, la phase préventive où il fallait plus prévenir que guérir. Ensuite, avec l'avènement des conventions internationales, dont les trois les plus pertinentes, la 155, la 161 et la 187, nous ont permis de mettre en place dans nos différents pays des politiques nationales en matière de sécurité santé au travail. Ensuite, on a eu l'approche pluridisciplinaire avec cette notion de santé au travail qui est venue et qui a évolué vers la santé environnementale et surtout l'éco-santé. Et il faut dire que la santé au travail est une composante de la santé publique avec un lien fort. Ce lien fort est constitué par la promotion de la santé au travail. Et donc, en matière de santé au travail, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir une approche globale. Cette approche globale veut que le travailleur appartient à une entreprise, évolue au sein d'une famille, d'une communauté et d'un environnement social. Et donc, si on veut connaître les facteurs extra-professionnels, il faut rechercher dans l'environnement législatif et réglementaire, dans l'environnement économique, mais également dans l'environnement communautaire et familial, qu'on va passer en revue. D'abord, au niveau de l'environnement législatif et réglementaire, il faut dire qu'on est une discipline normée. La loi constitue notre socle. La santé au travail au Sénégal est essentiellement préventive. Ici, en France, on dit exclusivement préventive. Elle permet de surveiller la santé des travailleurs. Elle permet également de surveiller le milieu de travail et l'environnement. Et ces actions doivent reposer sur une organisation très solide. Et cette organisation au Sénégal est de type pyramidal, avec au sommet le ministère du Travail, avec la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Au niveau intermédiaire, nous avons l'inspection du travail et la caisse de sécurité sociale. Et au niveau périphérique, d'abord au niveau opérationnel, on a les services de médecine du travail, les services de sécurité, les services sociaux et surtout les comités d'hygiène et de sécurité. Ainsi, au niveau central, qu'est-ce qu'on trouve? Le ministère du Travail. Il est chargé d'élaborer et de définir la politique, de définir les normes, et c'est lui qui doit le contrôler. Et il dispose pour cela d'organismes. Il y a des organismes qui sont administratifs, c'est l'inspection du travail et de la sécurité sociale, l'inspection médicale du travail et la direction de la prévention des risques professionnels au niveau de la caisse de sécurité sociale. Mais également, il dispose d'organismes consultatifs, à savoir le Conseil national du travail et de la sécurité sociale, le Comité technique national pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité du travail et le Comité technique national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Le Conseil consultatif national du travail et de la sécurité donne son avis. Ils sont consultés sur tout ce qui touche le travail et la sécurité sociale. Le Comité technique consultatif national pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité, comme son nom l'indique, s'occupe de sécurité et d'hygiène. Le Comité technique national de prévention des AT&MP, c'est eux qui élaborent le programme national et annuel de prévention des risques et qui formulent des avis et recommandations. Mais ces organismes, ce qui se caractérise, c'est qu'ils ont un fonctionnement qui est bloqué depuis un certain nombre d'années du fait des problèmes d'élection de représentativité syndicale. Chaque syndicat se disant majoritaire, malgré des élections qui ont été organisées, le blocage est encore réel. Concernant toujours l'environnement législatif et réglementaire, l'inspection du travail, c'est le niveau intermédiaire. C'est eux qui constituent le bras armé du ministère du Travail en matière de contrôle. Et c'est les seuls qui ont le pouvoir de verbalisation sur le terrain. Ils ont 5 possibilités: l'observation, la mise en demeure, la saisie du juge de référé, l'arrêt de travail, et ils peuvent dresser également un procès verbal. Mais qu'est-ce qui se passe? Le nombre étant limité, du fait des difficultés de recrutement, de l'ajustement, et également de la diminution des moyens, le travail de construire n'est pas fait de façon quotidienne. À côté, on a l'inspection médicale du travail qui a été créée
Et c'est eux qui doivent se charger vraiment de contrôler les services de médecine du travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Les décrets d'application créant le corps des médecins inspecteurs du travail, bien qu'il existe des médecins du travail en abondance, n'est pas pris, d'où également blocage dans le fonctionnement au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Concernant la direction de la prévention des risques professionnels de la Caisse, ils ont les moyens, c'est eux qui doivent concourir à l'implantation et l'animation des comités d'hygiène, c'est eux qui établissent les statistiques en matière des risques professionnels, AT comme MP, et c'est eux qui doivent faire des séances d'activité ouvrière en sensibilisant et en formant les travailleurs sur la prévention des risques professionnels. Mais le constat est faible du point de vue de l'implantation des comités d'hygiène, mais également l'éducation ouvrière devient de plus en plus difficile. Vous savez qu'après les États généraux qui ont eu lieu en 2005 au Sénégal sur la sécurité et la santé au travail, 12 décrets ont été pris. Ces 12 décrets ont donné un coup de pouce décisif à la sécurité et la santé au travail et ont couvert l'ensemble des domaines en matière de prévention sur la sécurité et la santé au travail. Donc, à côté de cet environnement législatif et réglementaire qui constitue notre socle, il y a l'environnement économique. Et cet environnement économique, je crois qu'il est commun à tous nos pays. Depuis la Covid, et ça, j'ai donné les dernières statistiques qui ont été fournies par l'Agence nationale de la démographie et de la statistique du Sénégal, on a eu un ralentissement de notre croissance économique avec une chute du PIB qui est passé de 6,5 en 2021 à 4,2 en 2022. Également, on a un accroissement de la dette publique qui est passé de 73,3 en 2021 à 76,6 en 2022. De même que le taux d'inflation qui est passé de plus 9,7 en 2021, alors qu'en 2021, il était de 2,2%. Ceci a comme conséquence un accroissement du chômage, 25% en milieu rural et 19% en milieu urbain. Main-d'œuvre abondante, bon marché et peu qualifié, une précarité de l'emploi, et d'ailleurs c'est une des causes de l'immigration clandestine, avec tous ces bateaux qui montent sur la Méditerranée vers l'Europe. Et on a une économie également informelle qui devient de plus en plus importante, malgré son nombre qui était déjà important. Parce que cette économie informelle a des caractéristiques. C'est une activité économique qui est non déclarée, non fiscalisée, donc non contrôlée par l'État. Et c'est le principal pourvoyeur d'emplois et première source de revenus. Et il représente 41,6% du PIB et emploie 58,8% de la population active. Donc on voit nettement que c'est le verrou social. C'est ça, tout explose dans nos pays. Donc il y a eu des tentatives de mise en place de prévention au niveau des risques professionnels dans ce secteur informel avec le WIN et parfois le WISE, mais il faut dire que l'adhésion n'a pas été totale. Et maintenant, nous pensons à l'environnement social. Vous savez que cet environnement social est important parce qu'il faut prendre en charge les priorités de santé publique. Il faut également constater dans nos pays qu'il y a un changement de mode de vie important. Et ceci, on va l'expliquer par le communalisme qui était notre mode de vie et l'individualisme, les croyances culturelles et religieuses, le niveau d'instruction des populations, mais également les phénomènes de pollution. Vous savez que l'organisation également est, du point de vue sanitaire, est pyramidale. Avec au sommet, on a les hôpitaux nationaux, les CHU. Au niveau intermédiaire, on a au niveau de chaque région un hôpital régional. Et au niveau périphérique, on a le centre de santé et le poste de santé. Et ce qui est caractéristique dans nos pays, c'est que le circuit d'accès des soins constitue une énorme particularité parce que la première référence des patients est la médecine traditionnelle. Avant d'aller, et ce qui cause un énorme retard dans le diagnostic et dans la prise en charge de certains malades. Comme cas illustratif, vous savez, la tuberculose. Les gens toussent et on voit encore des malades arriver dans nos hôpitaux avec des régions cavitaires, ce qui implique que la maladie évolue minimum depuis 4 semaines. Et ce qui est caractéristique dans nos pays, c'est que nous sommes des pays en transition. On a une double charge épidémiologique.
On n'a pas encore vaincu les maladies transmissibles et voilà que les maladies non transmissibles arrivent. Et j'emprunte ce beau Israël de Nadia El-Kharet sur la maladie asthmatique qu'on considérait avant comme étant une maladie quasiment inexistante dans nos pays, alors que si on voit les prévalences, elles sont quand même énormes et montrent que vraiment, dans nos pays, cette double charge épidémiologique est vraiment présente. Ainsi, sur l'environnement social, la santé au travail, maintenant, est plus orientée sur le côté curatif que préventif. Et la protection sociale dans nos pays, comme exception, n'est pas assurée par une seule institution. Elle a été saucissonnée. Par exemple, la maladie est gérée par l'institution de prévoyance maladie. La vieillesse et le décès est gérée par l'IPRES, Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Et la gestion de la famille, de la maternité, des risques professionnels qui sont les accidents de travail et les maladies professionnelles sont gérés par la Caisse de sécurité sociale. Donc, les prestations gérées par l'IPMS sont essentiellement toutes les consultations, les ordonnances, les frais de transport pour hospitalisation, mais parfois les questions de maternité. Et l'IPRES gère la retraite, les cas de décès, d'invalidité et également les enfants à charge. Alors que la Caisse de sécurité sociale va gérer les allocations familiales, les indemnisations en cas d'accident de travail et tout le corps horaire qui va avec. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que le taux de cotisation, par exemple, si on remarque pour la Caisse de sécurité sociale, l'employeur donne 7%. Au niveau des accidents, il donne entre 3 et 5%. Alors qu'au niveau de la vieillesse, il cotise 8,4%, alors que le travailleur donne 5,6%. Vous m'excuserez de donner des chiffres en CFA, j'aurais dû les convertir en euros pour une meilleure compréhension, mais il faut savoir qu'un euro, c'est environ 656 francs CFA. La vieillesse complémentaire également, vous voyez que le taux de cotisation est quasiment similaire entre l'employé et le travail, et pour la maladie, c'est quasiment la même chose. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'environnement communautaire et familial est assez spécifique. Nous avons des croyances culturelles et religieuses. Et ce qui nous différencie, c'est que nous, Africains, nous sommes dans la projection. Tout ce qui arrive, et ceci est très spécifique en milieu de travail, tout ce qui arrive est la faute de l'autre. C'est la faute de Dieu, c'est notre destin. Nous ne nous mettons jamais en cause, contrairement aux Européens qui obéissent à un phénomène d'introjection. Vous prenez un enfant qui échoue ici au bac, il va se dire c'est parce que je n'ai rien foutu que j'ai échoué au bac. L'enfant africain qui naît d'une famille polygame va se dire que c'est l'épouse de ma mère qui m'a marabouté, je n'ai pas le bac, donc ce n'est pas grave. Donc vous voyez, ces phénomènes de projection sont des handicaps certains dans nos pays. Mais ceci également fait que notre mode de vie communaliste, qui faisait que c'était la communauté qui gérait la famille, a mis une certaine dualité. Il y a certains qui continuent à vivre selon ce mode, il y a d'autres qui vivent selon le mode sédentaire dont nous, les jeunes cadres, et ceci va faire qu'on a une absence d'entraide, et ceci entraîne un mode de changement de vie important. Et ce mode de changement de vie important va faire que les gens sont de plus en plus stressés. Quand ils sont stressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent violents, ils se réfugient dans des conduites addictives, le tabac, l'alcool, la drogue. Quand ils boivent énormément d'alcool, ils peuvent aller fréquenter des bars et avoir des travailleuses du sexe à porter et avoir des comportements à risque. Ils deviennent sédentaires, ne font plus d'activité physique, mangent mal, ne dorment pas bien et deviennent malades. Apparition de maladies non transmissibles, syndrome métabolique par exemple. Et du fait qu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ils sont absents et au bout d'un certain temps, ils vont avoir une diminution de leur salaire de par la loi. Et ceci va entraîner un stress économique et qui va faire une boucle dont ils ne s'en sortiront jamais et va accroître le cercle de la pauvreté. Et à côté de cela, nous avons également le niveau d'instruction des populations. Quand on a un taux d'analphabète de 30,8% en 2016, avec 47,9% pour les hommes et 61,1% pour les femmes, et le taux de scolarisation réglementaire, certes, a eu un bond essentiel parce qu'il est passé jusqu'à 73,8% en 2021. Et enfin, nous avons les phénomènes de pollution de l'eau, de l'air et du sol, qui sont résultantes de l'action humaine avec les effets de serre, les changements climatiques,
la destruction de la couche d'ozone, avec toutes ces inondations que vous voyez dans nos pays lors de la saison des pluies, l'eutrophisation qui fait que nos cours d'eau sont bourrés d'éléments nutritifs, mais qui à la fin deviennent des poisons, les pluies acides, les effets sur les écosystèmes et les effets sanitaires. Et ce qu'on aurait à dire en conclusion, c'est que la santé au travail nécessite, pour se faire et pour une bonne action, une bonne santé, un bien-être, un esprit d'équipe et un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Car ce qu'il faut faire, c'est que l'action en santé au travail, c'est de changer le paradigme, de ne pas attendre que les gens soient malades, mais d'agir sur les gens qui sont en bonne santé pour avoir des actions durables et installer une culture pérenne de la prévention des risques professionnels. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour répondre aux questions, puisqu'on a une session de questions. Voilà, je fais les questions. Prends le micro là. Prends le micro parce que moi, Tu veux garder le micro? moi je garde celui-là, oui, pour les questions. Eh bien, je vous remercie tous les deux parce que je suis vraiment resté accroché. Vous nous avez fait 2 conférences vraiment très documentées. Vous avez parfaitement tenu les délais. La parole est à la salle. Sinon, j'aurais plein de choses à dire. Mais d'abord, la parole est à la salle. Je vois là-bas une main qui se lève, qui se lève, qui se lève. Mais non, t'as pas de micro parce que Jean-Marie est fatigué. Attends. Il va venir. J'arrive, monsieur le référent de Sarlat. Stamel Makotode, médecine du travail. J'ai à Sarlat. Oui, c'est un périgourdin, ça se voit bien, il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude de répondre à une question souvent depuis que je suis médecin du travail ici. Comment se présente la médecine du travail en Afrique? Je crois qu'on ne peut pas mieux faire que le professeur Ndiaye. Tout est bien dit, clairement dit. Nous avons déjà un taux d'alphabétisation très faible. Le secteur informel, c'est énorme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons ici en France ce qu'on appelle les IPRP, c'est-à-dire les intervenants en prévention de risques professionnels, mais avec du matériel pour faire les métrologies. En Afrique, c'est compliqué. Et je pense que si nous avons quelque chose à retenir à l'issue des actualités de Faro cette année, en résumé par rapport au visage de la santé au travail en Afrique, on va se référer à la présentation du professeur Ndiaye, que je vous prie d'applaudir très fort. Ensuite, par rapport à l'intervention du docteur Job Menoli, je voudrais dire qu'il reste, par rapport aux mesures, parce qu'en général, les mesures étaient instantanées, c'est vrai, par rapport aux expositions, que ce soit à la poussière, que ce soit au bruit, il faut que ce soit des mesures qui se fassent dans le temps, donc parfois des appareils donc portatifs, ou carrément c'est des dispositifs qui sont déposés dans l'atelier pour pouvoir mesurer les nuisances plus longtemps, pour avoir donc des mesures plus fiables et tenables dans le temps. Voilà. Merci pour vos brillantes présentations. Et merci à toi pour ton commentaire. Pendant que Jean-Marie déplace le micro, on a l'habitude, je dis franchement, je suis un vieux moi maintenant, mais on avait l'habitude que c'était les experts du Nord qui allaient au Sud et puis après ils revenaient, ils nous disaient comment ça se passe au Sud. Et là, on a l'exemple d'un confrère qui est un expert du Sud qui maintenant travaille au Nord. Et donc, il a cette vision ethnologique de nous regarder et de voir et de comparer. Et moi, honnêtement, professeur, quand je vous ai écouté là, bon, à part que c'était plutôt des couleurs vert, jaune, rouge africaines, mais sinon, je mets ça en bleu, blanc, rouge. Et vous savez, le communalisme, il ne faut pas croire que ça n'existe pas au Nord. Et je voyais plein d'exemples dans ma tête, ici, autochtones donc, au sens premier du terme, autochtones qui s'appliquaient parfaitement. La médecine traditionnelle, c'est facile là, pour les gens du Nord de jeter l'opprobre sur la médecine traditionnelle. Mais si vous saviez l'argent que les gens du Nord, qui ont l'assurance maladie, dépensent aujourd'hui pour des trucs non prouvés, non testés,
Mais par contre, ils ne veulent pas le vaccin contre le Covid. Mais ils veulent la phytothérapie. Hein? C'est pareil, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. On n'a rien pour vous rassurer. Autre question, professeur Owana. Merci beaucoup aux deux conférenciers. Très belle prestation, docteur Menonli, avec une diversité d'évaluations des risques et des propositions très pertinentes. À notre maître, il a fait ce qu'il sait faire. Docteur Menonli, le fumage de poisson est une activité très souvent familiale, de mère en fille. Les dames dans votre étude avaient en moyenne 40 ans. Avec 20 années de pratique, est-ce que vous avez pensé à un certain moment, parce que vous n'avez pas donné des résultats, pensé évaluer le côté fertilité, procréation, quand on sait quels sont les effets de la chaleur sur les cellules germinales? Je le dis parce que, un petit exemple, j'ai un vieil ami dont on a su seulement au décès ce pourquoi il avait été resté aussi longtemps célibataire avec une dame qu'il a connue quand ils étaient sur les bancs. Ils avaient 14 ans. Il est décédé à 51 ans. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. C'est quand on a retracé son histoire de vie qu'on s'est rendu compte qu'il fabriquait de façon artisanale des marmites depuis l'âge de 13 ans avec la fonte. Donc, tenant compte de ça et tenant compte de la réalité prouvée scientifiquement de l'impact de la chaleur sur les cellules germinales, est-ce que vous avez pensé à évaluer ça? Ça, c'est pour Dr Menonli. Au professeur Mondia, notre maître, nous allons dire qu'il y a un phénomène nouveau qui s'est développé dans le monde du travail. La contractualisation des emplois. Il est presque difficile aujourd'hui d'avoir des carrières longues comme l'ont eu nos parents. Or, c'est un facteur de stress permanent. Qu'est-ce que, avec votre expérience, votre recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il n'est plus possible de travailler longuement dans une société? Quel est le problème? Ce n'est pas seulement la volonté de produire des résultats ou bien de faire du bon chiffre d'affaires. Il y a certainement quelque chose en dessous. Avec votre recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Docteur Menonli, vous répondez à la première? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Merci au professeur Ona. Il faut dire que nous n'avons pas du tout abordé cette partie en ce qui concerne la reproduction des femmes qui sont concernées. Mais il faut dire que de façon générale, effectivement, c'est une activité qui s'apprend de mère en fille. Et déjà sur les sites de fumage de poissons, parce que nous on a des sites, c'est carrément des sites dédiés à cela, vous allez voir les enfants, ça pullule. Il y a les femmes d'enfants. On va faire peut-être des statistiques pour voir elles ont combien par rapport à la population générale, mais les enfants sont déjà en même temps avec les femmes sur les lieux de travail. Deuxième chose, c'est qu'il faut dire que cette exposition à la chaleur est un peu particulière parce que ça se fait dans un milieu ouvert. Le milieu étant ouvert, la concentration de la chaleur n'est pas la même. Donc l'exposition, en réalité, elle est limitée. Ce qui fait que le risque lié à une atteinte de la reproduction, même si cela n'a pas été évalué, je ne pense pas que ce soit élevé. Merci beaucoup. Mais merci, professeur Ona, pour votre intervention. Mais vous savez qu'on est à l'heure de la mondialisation et que souvent les entreprises maintenant fonctionnent sur la base d'objectifs et surtout d'objectifs à court et moyen terme. Et le terreau étant plus facile dans nos pays où l'abondance de la main-d'œuvre non qualifiée est là. Donc, si vous voyez chaque matin dans certaines usines dans nos pays respectifs, le nombre de journaliers qui est à la porte, vous comprenez l'étendue du problème. Merci. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour Menonli.
Voilà. Alors bon, moi je suis un jeune médecin du travail, je suis médecin collaborateur depuis décembre 2021, donc mon référent c'est le docteur Makoutodé qui m'apporte chaque jour de choses nouvelles. Et en Dordogne, on a beaucoup de scieries de bois, voilà. Et donc on fait le suivi, c'est fait partie des suivis individuels renforcés, donc on les voit tous les 2 ans, nos scieurs de bois. Et on leur fait des nasofibroscopies. Est-ce qu'à Cotonou, vous avez des ORL en nombre suffisant pour faire ce suivi avec des nasofibroscopies, notamment pour détecter les cancers du cavum et tout ça? Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est trop demandé pour notre comtesse. Il faut qu'on soit véridique. C'est vrai que l'exposition au bois, il y a effectivement un risque important en azo-sinusien, notamment la survenue du cancer de l'ethmoïde, qui est quand même un cancer assez important pour ces travailleurs. Il y a des ORL, il y a des nasofibroscopes, il y a de la nasofibroscopie qui est réalisée, mais pas en termes de suivi pour les travailleurs. Non, parce que d'abord, il faut que le travail soit d'abord formel. Tant que nous sommes dans un système de travail informel, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Comme je l'ai dit dans mon exposé, le Conseil national de la santé, sécurité au travail du Bénin a réparti les tâches exprès. On a dédié le secteur informel et le secteur public dont on sait qu'il n'aura pas les moyens, en réalité, de mettre en place un système de santé-sécurité au travail au ministère de la Santé. Alors que les entreprises, c'est plutôt le ministère du Travail. Donc, c'est un peu ça nos réalités. C'est pour dire que les compétences existent, la possibilité existe, mais le système ne le permet pas. Mais toutefois, dans une entreprise régulière, qui travaille sur le bois, disposant d'un médecin du travail, le problème ne se pose pas. En fonction de la symptomatologie clinique, il demandera une nasofibroscopie. Alors ça, merci, ça c'est pour les entreprises qui bénéficient, qui ont en leur terme une médecine du travail pour l'entreprise. Nous en France, enfin pour ce que je découvre, c'est qu'on est dans des systèmes interentreprises, donc sur la Corrèze et la Dordogne, donc on a 13 400 entreprises à suivre, 140 000 salariés. Et le financement de notre structure est assuré par des abonnements, on va dire, annuels, des entreprises qui payent à notre structure pour chaque employé salarié, c'est dans le code et c'est obligatoire, une somme qui permet de faire fonctionner notre structure. Moyennant quoi, ça permet pour chaque employé d'avoir accès aux entreprises à un service socle que Fabrice Miquel vous a présenté en ouverture. Enfin, donc, le financement de la santé au travail, est-ce que au Bénin ou au Sénégal, est-ce qu'il a aussi cette capacité de demander à chaque entreprise d'abonder un fonds pour permettre de faire fonctionner la santé au travail, ou comment est financée la santé au travail dans vos pays? Tu as 60% d'informels. Oui, mais l'informel... Tu peux forcer les entrepreneurs de droit privé qui sont en registre du travail. Non, tout à fait. Mais souvent, dans certains pays, l'informel est structuré autour d'associations. De corporations, l'association des vendeurs de cigarettes, de taximans. Alors au Gabon, moi je connaissais l'association des chauffeurs de taxi informels pour une petite structure. Donc ça peut être aussi une voie, mais si effectivement on n'a pas le moyen pour le système informel d'abonder un fonds qui permet de faire fonctionner la santé au travail, ils ne vont pas avoir accès facilement, puisqu'on va leur peut-être demander à la source. Voilà. Donc, c'est une question peut-être naïve ou de candide, mais bon, je la pose quand même. Mais comme a dit le professeur Boutin, c'est exactement ça. Même ces associations dans le secteur informel, ce n'est pas dans le but de la santé au travail, c'est dans le but de certaines revendications ponctuelles professionnelles par rapport à des choses qui existent, mais la santé au travail, non. Parce que le problème qui se pose fondamentalement, comme elle a si bien dit, quand il s'agit du secteur structuré, il n'y a aucun problème. La loi nous impose, parce que ça, c'est la loi. Il y a les visites d'embauche, les visites de reprise, les visites annuelles, les visites à la demande et les visites liées à la surveillance médicale particulière. Ça ne pose aucun problème. Mais c'est l'abondance du secteur informel qui plombe le système. La semaine dernière, dans ma paroisse, moi, ce n'est pas la mosquée, dans ma paroisse, on a enterré le président du syndicat des artisans camions pizza.
Ça existe. Il était même le fondateur du syndicat. Donc il y avait beaucoup de propriétaires de camions pizza de Marseille qui sont venus aux funérailles. Là. Aucun n'avait la métier du travail. Hein. Aucun. Mais, professeur, alors pour le secteur informel, je comprends bien, mais qu'est-ce qui est proposable ou qu'est-ce que vous envisagez pour essayer d'améliorer l'accès à la santé au travail des travailleurs du secteur informel? Parce que bon, le constat il était pertinent, bien fait, mais après, qu'est-ce qu'on propose? Oui, mais il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de programmes, mais c'est des programmes qui sont surtout axés sur la prévention des risques professionnels. Si vous prenez par exemple le BIT, ils implantent de petits programmes par secteur d'activité bien spécifiques en mettant des paramètres sur lesquels les gens peuvent agir pour pouvoir amoindrir les risques professionnels. Mais parfois aussi, le BIT vient avec des solutions toutes faites qui parfois vont carrément dans le mur. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans la pêche artisanale. Ils voulaient sortir les enfants qui étaient dans la pêche artisanale parce que les pères étaient des pêcheurs, ils n'ont plus la force, ils mettent les enfants dans la pêche artisanale. Cet enfant représente un soutien familial. Cet enfant, tu ne peux pas le sortir de la pêche et lui dire d'aller à l'école alors que la famille va mourir de faim. Donc, vous voyez, c'est très compliqué à gérer. Oui. Donc, c'est au cas par cas qu'on règle selon les secteurs. Mais alors, ça, je reviens alors sur la dernière conférence, parce qu'il faut les numéroter, de Mme Menoli. Par exemple, vous avez montré sur les 4-5 métiers que vous avez investigués dans cette conférence, vous avez montré que pratiquement il y avait toujours le défaut des équipements de protection individuelle. Est-ce qu'on pourrait envisager d'agir avec la force de la puissance publique auprès des employeurs du secteur informel? On ne peut pas les contraindre à payer des traitements de leur personnel qui sont malades. Ok, j'ai compris. Mais est-ce qu'on pourrait au moins les contraindre, même dans le secteur informel, à appliquer des mesures de protection individuelle, donc de prévention? Il faut que le législateur aille dans ce sens-là. Mais travailler dans des atmosphères enfumées sans masque, ça me paraît bien évidemment une aberration. Je précise que j'ai moi-même découpé ma salle de bain. Hein, donc la meule, machin, la photo, là, je me suis vu dans ma salle de bain. Mais moi, ça m'a duré que 2 jours, ça m'a pas duré 40 ans. C'est affolant de travailler avec une meuleuse électrique sans EPI, sans protection respiratoire, c'est affolant. Est-ce qu'on pourrait envisager une évolution législative de contraintes, au moins sur les équipements de protection individuelle? Oui, d'autant que c'est un investissement qui est pas... Moi, votre suggestion est très intéressante. Parce que si vous voyez avec l'avènement de la Covid, le fait simplement que tout le monde portait des masques a entraîné un recul certain de certaines maladies dans le secteur informel. Mais parce que ça, c'était une décision globale et les gens avaient été dans un état d'urgence et de survie. Mais ce qui caractérise l'économie informelle, c'est que non, ils ne sont ni déclarés, ni fiscalisés, et on n'a aucun contrôle. Et toute tentative étatique allant dans le sens de contrôle, c'est les associations elles-mêmes qui vont et même dissoudre l'association pour que l'État n'ait aucun contrôle sur eux. C'est ça le problème. Oui, on peut pas formaliser l'informel. C'est ça que vous êtes en train de dire, en quelque sorte. Merci beaucoup. Et il faut dire que la vraie solution, c'est effectivement d'essayer de reconvertir les acteurs dans un secteur un peu plus formel. Lorsque c'est formalisé, c'est possible. Mais en fonction de la volonté politique, beaucoup de choses peuvent être réalisées. Je donne un exemple. Avant l'avènement de notre gouvernement actuel, mais à Cotonou et partout ailleurs au Bénin, personne ne porte de casque. Hein. Lorsque vous allez en moto, pas de casque. Ça nous fait même mal. Lorsque on porte le casque, on a mal à la tête, on est malade. Mais depuis l'avènement du nouveau gouvernement, où ça a été strictement imposé, on t'arrête. Mais tout le monde porte de casque. Ça pour dire, tout dépend en réalité des volontés, de la volonté politique. Je donne un second exemple. Sur les chantiers de construction de l'État,
il y a les grosses entreprises qui prennent la grosse part du marché. Après, il y a les sous-traitants avec les journaliers maintenant. Je peux vous assurer que dans la pratique, les journaliers n'ont pas les équipements de protection qu'il faut. Il y a eu un incident grave sur un chantier de l'État avec 2 morts, chute de la hauteur. Coup sur coup, le chef de l'État même a dit il n'y aura plus une seule personne qui va travailler sur un chantier tout au moins de l'État sans équipement et sans avoir amené un certificat qui l'autorise à aller en hauteur. Et là maintenant, c'est appliqué. C'est pour dire qu'en réalité, tout dépend des niveaux de décision, de la volonté, et voilà. Donc, ce n'est pas impossible, même si on sait que c'est très difficile et que ce ne sera pas demain la veille. Là, l'outil législatif que le gouvernement a utilisé, si je vous comprends bien, c'est que la grosse société internationale, avec un losange orange, là, qui a le chantier de travaux publics au nom de l'État, est considérée par le gouvernement comme responsable de ses sous-traitants. Oui. Ah bah oui, ça marche. Ok, non mais voilà, bien sûr. Sauf que la dame qui fume du poisson, elle n'est pas sous-traitante, elle est directement... Oui, elle est un artisan. autonome. Mais Oui. n'oublions pas non plus que moi, mes grands-parents se sont retrouvés embarqués dans la sécurité sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale parce que c'était des travailleurs salariés du secteur formel. Mais les grands-parents de mon voisin qui étaient agriculteurs ou boulangers, ils n'ont pas eu. C'est beaucoup plus tardif, le régime social de tous les artisans et la disparition progressive de l'informel. Je vais faire une contribution. Le secteur formel que nous avons aujourd'hui était informel il y a 200 ans, 300 ans. C'est la pérennité des activités qui amène à leur structuration et donc à leur maîtrise. Ce qu'aujourd'hui nous appelons le secteur informel peut devenir demain du secteur formel. C'est la volonté politique. Mais pour nous, acteurs du monde du travail, il faut être proactif sur le design et l'encadrement à donner aux activités actuelles que nous ne maîtrisons pas encore. Pour la simple raison que, comme l'a dit le professeur Mondiaï, une fois que l'activité nourrit son homme, elle s'installe dans la pérennité. Quand elle est dans la pérennité, on commence à développer des objectifs de productivité, de grandissement. Et là, on cherche à se structurer. C'est ceux-là qui sont les premiers à pouvoir mettre en cage. Donc, c'est à nous de pouvoir imaginer de nouveaux dispositifs de pensée pour voir par rapport à ce qui se passe et que nous n'avons pas trop le temps de maîtriser, de s'asseoir, de faire une bonne réflexion et de pouvoir décider, mais ça c'est au niveau étatique, que tel type d'activité désormais doit être classé comme intermédiaire, non plus du formel, de l'informel pur. Je vais prendre quelque chose un circuit économique qui existe entre le Nord et le Sud. Par exemple, la récupération. Hier, on parlait des voitures. Les voitures, ça continue. Mais aujourd'hui, on récupère l'électroménager, on récupère le vêtement. Et je vous assure, quand des containers descendent, vous êtes loin d'imaginer ce que ça fait. J'étais dans un bus de transport il y a 3-4 ans, quand j'ai suivi involontairement une conversation entre 2 passagers qui étaient assis devant moi. Il y a un monsieur qui est en train de construire, avec le produit de son activité, un immeuble R+5 avec la friperie. Personne ne pourrait vous dire que la friperie pourrait donner des centaines de millions de francs CFA, mais il était dans un réseau qui marchait. Et quand ça devient le cas, vous vous rendez compte que c'était 10 containers par année. Il y a 10 ans, nous en sommes pratiquement à 100 containers, 200 containers l'année actuellement. Ça veut dire que l'activité marche. Il faut la structurer parce que sinon, c'est des pertes d'argent pour l'État. Bien. Allez, la dernière parole. Il y a un monsieur. Allez, docteur Rubal derrière, oui. Jean-François, on t'écoute. Avant-dernier, docteur Rubal dans le dernier. Okay. Une question pour le professeur Ndiaye.
Vous parliez tout à l'heure d'un exercice de la médecine du travail au Sénégal qui s'orientait vers une action curative. Ça se traduit comment en pratique? Est-ce que tous les médecins du travail font de la prescription? Oui, mais parce que dans notre pays, du fait des priorités de santé publique, on n'a pas voulu que la médecine du travail soit exclusivement préventive. On a dit essentiellement. Et beaucoup d'employeurs ne comprennent pas qu'ils puissent embaucher un médecin alors qu'il y a des cas de paris qui sont gérés et qui doivent payer ailleurs pour le faire traiter. Donc, ils font des prescriptions, etc. Et comme l'a dit tout à l'heure Oona, il y a un truc qui est évident. Par exemple, même dans le secteur formel, la loi impose à tous les chefs d'entreprise d'avoir des documents uniques, qui est le plan d'action en matière de sécurité. Combien d'entreprises élaborent ce document unique? Seuls ceux qui sont dans le système mondial, avec une certification ISO le font parce qu'ils savent que les produits ne seront pas homologués. Il faut faire très attention à ça. Donc, en fait, le médecin du travail au Sénégal, c'est le médecin militaire chez nous. Oui, bien sûr. Oui. Curateur et expert. Mais nous, on est extravagants du droit commun. Oui, ça existe toujours. Le plus beau poste de travail dans la région de Marseille, c'est le médecin de Eurocopter à Marignane. Extraordinaire. Oui. Des conditions de travail fantastiques. Et en fait, la restriction de l'exercice, elle est venue du Conseil national de l'ordre des médecins, hein, lorsque c'est rentré dans la loi, la médecine du travail est rentrée dans la loi en 1946 suite aux actions du Conseil national de la résistance. C'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui a dit aux médecins du travail, ben non, vous n'aurez pas de clientèle captive juste pour ne pas faire de concurrence aux médecins traitants et vous ne ferez plus que de l'exercice exclusivement préventif. Ouais. Allez, la parole à Dr Rubal. Je n'ai pas mémorisé son patronyme. Merci. Je voudrais apprécier vraiment le travail, la présentation très importante du professeur Ndiaye, qui est vraiment quelque chose de formidable, parce que vraiment c'est bien structuré et il a bien vu les vrais problèmes qui étaient exposés sur le problème de travail. Ainsi que le travail de notre collègue Adjomi Bimé, qui a montré des cas sur lesquels elle a travaillé et montré un peu quelles sont les difficultés. Mais on discutait d'un sujet très intéressant. Comment le secteur informel, quand même, qui fait entre 60 et 80% dans nos pays, peut être poussé vers le secteur formel et bénéficier des exemples de prise en charge, de structuration. J'ai exposé la dernière fois le programme d'action de gouvernement. Le professeur Ndiaye a dit tout à l'heure que l'action importante du gouvernement dans la structuration est très, très, très indispensable. Un pays qui veut gouverner correctement, un gouvernement qui veut faire quelque chose, doit imposer quelque chose structuré. Et dans le cadre, par exemple, de programme d'action du gouvernement du Bénin, c'est carrément une décision politique de structurer et de pousser le secteur informel vers le formel, mais en les regroupant dans des structures plus grandioses, parce qu'on sait très bien que la plupart des gens qui sont dans le secteur informel n'ont pas suffisamment de fonds, d'argent pour investir. Ça a été montré dans le cas du docteur Adjobime que quand on leur dit d'acheter quelque chose, ils n'en ont pas les moyens. Alors que s'ils se structuraient correctement, en grande structure globale, coopérative, ils pourraient avoir le moyen et mutualiser. C'est exactement ce que le programme d'action est en train de faire. C'est-à-dire, dans les grands budgets qui sont venus pour le développement du pays, on a donné du travail que dans des grandes sociétés. Mais on leur a donné cela en imposant ce qu'on est en train de dire, la structuration, les risques du travail et tout l'équipement nécessaire pour la santé du travailleur. On leur impose cela et on contrôle avec des inspecteurs qui passent régulièrement. Ça, dans le secteur où le gouvernement donne le travail à des grandes sociétés. Mais en ce qui concerne l'informel, on les pousse vers la globalisation, la mutualisation en société, en coopérative ou en société où ils sont nombreux à l'intérieur. Et dans ce cas, qu'est-ce que l'État fait quand même pour les amener à ce point? On leur donne des aides. Par exemple, tous ceux qui veulent rentrer dans la coopérative ont des subventions d'accompagnement sur 1 an, 6, voire 2 ans. Et dans ce cas, on impose avec ces accompagnements l'obligation de conditions de travail nécessaires. Je pense qu'en individuel, dans l'informel, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en regroupant les gens et en les accompagnant, comme on le fait dans le programme d'action du gouvernement, on peut arriver. Mais il faut contrôler derrière si on subventionne ce genre de choses. Je vous remercie. Merci bien.
Allez, il y a une dame. on est en avance. Hein. On a encore poli, 7 minutes avant la fin de la session. Il y a une dame qui nous a fait le plaisir de revenir, elles sont deux d'ailleurs. Merci. Tiens, Hélène. Merci, professeur, pour cette présentation extrêmement intéressante et qui représente bien la situation donc, de ce qu'on a vu dans. Non, mais c'est dans pour le ça qu'il est secteur professeur. Tu as vu le travail de synthèse qu'il a su faire? Incroyable, Hein? incroyable. Eh ben, non, C'est mais, franchement quand même. admirable. Je voulais quand même rappeler que la comparaison entre ce qui se passe chez nous, puisqu'on a parlé aussi des échanges entre le Sud et le Nord, et l'utilisation de l'expérience des uns qui peut être probablement ou peut-être utile pour les autres, je voudrais quand même rappeler que dans le système français, qui a certes une organisation de la médecine du travail reconnue par tous les acteurs universitaires, elle a un coût colossal. Dans une autre vie, moi j'ai été dirigeant d'entreprise, vous payez tous les ans une somme qui n'est pas petite, basée sur votre masse salariale, pour chacun de vos personnels, et la loi étant ce qu'elle est, en plus, vous payez annuellement alors que les gens n'ont des consultations que sur tous les 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fameux système par répartition à la française que le monde entier nous envie, mais qui conduit les entrepreneurs à payer pour un service qui n'est pas rendu. Et donc, si vous voulez, en termes de comptabilité analytique, c'est une catastrophe totale. Alors, je suis d'accord, c'est un très beau système avec des tas d'associations, d'excellents médecins du travail qui font des études magnifiques et qui ont des diplômes extraordinaires, mais l'impact sur l'activité économique n'est pas petit. Et c'est d'autant plus, à mon avis, à discuter, puisque, par ailleurs, nous payons la sécurité sociale, que les salariés eux-mêmes payent leurs charges sociales. Donc, vous avez des entreprises qui payent des charges sociales, des salariés qui payent des charges sociales, et en plus de tout ça, on demande à l'entrepreneur de repayer pour un service qui n'est pas rendu. Alors, pardon, c'est très important de faire de la médecine du travail dans le sens de la prévention, de l'éducation, de la promotion de la santé. Il n'en reste pas moins que l'assurance maladie universelle me semble quand même la voie, certes pas la plus facile, mais peut-être la plus utile de s'occuper de la santé de la personne, quel que soit son statut de travailleur, et qu'en plus on fasse de la prévention, de la promotion. Mais pour moi, ce package, il est dans une analyse de risque particulière. Mais s'il vous plaît, on peut discuter le modèle français, qui est quand même un modèle extrêmement coûteux, qui présente des résultats extraordinaires. Mais en termes économiques, c'est hors de prix. Alors, je me permets, parce que Stamel s'est attends, endormi, il y a- de répondre à... Attends, Elle a parlé de médecine du travail en France. Donc, Non, mais attends, je voudrais juste vas-y, mettre rapporter un chiffre quand même à ce que Hélène vient de dire. Ok, tu as raison, le système de santé au travail coûte cher aux employeurs en France aujourd'hui par rapport à la fréquence des actes qui sont proposés, tu as raison. Mais, entre-temps, sur ces 80 ans, on est passé à un pays qui est entièrement dans le secteur tertiaire. 2 sur 3 à 3 sur 4 travailleurs français sont dans le tertiaire. Donc, en étant dans le formel et dans le tertiaire, c'est vrai que les risques pour la santé encourus, rappelle-toi qu'on a inventé les troubles musculo-squelettiques, ce qui n'existait pas pour nos pères. Hein. Bon, parce que maintenant, c'est devenu la principale maladie du travail en France, c'est et la durée de vie a augmenté. Donc oui, ça vous coûte peut-être cher, mais peut-être parce qu'on veut continuer à offrir la même prestation pour les travailleurs du tertiaire que pour les travailleurs du primaire, qui n'existent quasiment plus en France. Alors, Hélène a soulevé, je me permets, hein, Stamel, de prendre la parole, si tu le permets, cher référent, c'est qu'il y a une confusion. Quand un employeur paye par salarié, c'est vrai, tous les ans. Effectivement, si on paye une certaine somme pour 100 salariés et qu'on a une visite tous les 5 ans, c'est-à-dire qu'on paye pour 20, on paye 100 pour 20. Sauf que l'employeur ne paye pas pour une visite médicale, il paye pour une offre socle qui est très large. Et on élargit cette offre avec la loi du 2 août 2021. Non, mais c'est vrai, c'est pas seulement, tu payes pas par employé pour avoir une visite médicale. D'abord, un employé qui viendrait 6 fois par an à la visite du travail, parce qu'il y a un suivi particulier, parce qu'on le suit, parce qu'on fait des visites à la demande, parce qu'on est soucieux d'améliorer, sinon un reclassement, mais des préconisations pour son emploi.
on ne fait pas payer plus. Après, il y a tout le travail de l'équipe multidisciplinaire qui est mal connu. La médecine du travail, ce ne sont pas que des médecins et des infirmiers. On a des ergonomes, on a des psychologues, on a des ATST. Donc on peut aller et on va régulièrement. C'est pour ça que dans le Code du travail français et la santé au travail, on a ce qu'on appelle le tiers-temps de l'action en milieu de travail, l'AMT. Donc chaque médecin est tenu sur son temps de travail de consacrer un tiers de son temps aux actions au milieu de travail. C'est-à-dire qu'on va dans les entreprises pour vérifier un certain nombre de choses, parfois à la demande d'entreprise ou parfois de notre propre chef, parce qu'on a des alertes. Je pense notamment à une entreprise en Dordogne qui fait de la soudage, fumée de soudage. Et on s'aperçoit qu'en interrogeant lors des visites les salariés, ils n'ont pas de masque. Et c'est notre rôle d'aller voir. On n'est pas inspecteur, mais on est des conseillers. Donc tout ce package financier que paye l'employeur au prorata de ses salariés, il lui donne accès à un certain nombre de missions et de services qui vont au-delà de la simple consultation. Donc je pense que, et ça, si ce n'est pas la médecine du travail qui le fait, qui le fera. C'est la santé au travail aussi. Voilà, donc ça c'est important parce que c'est mal connu cette action milieu de travail. On est maintenant conseillé, c'est la loi qui le dit, vous l'avez vu dans la présentation du Dr Michels, on est aussi un appui sur tout ce qui est la mise en place du RP, du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui oblige l'employeur pour chaque poste d'évaluer le risque particulier défini au poste pour que le salarié ou les salariés affectés à ce poste puissent être suivis de façon correcte et régulière. Donc, je ne veux pas être l'avocat de la médecine du travail où je ne suis que depuis peu de temps, mais je trouve que c'est un système quand même, bon, certes, on a sur le Code du travail 3393 pages en France, donc on a Allez, de quoi il est faire 17 beaucoup. heures. Non, il est 17h moins 2. Donc, Le professeur Ndiaye veut te répondre. oui. Mais pour taper un peu, parce que vous savez, ce que vous venez de dire est tellement vrai que lorsqu'on fait le tiers-temps, c'est pour connaître les différents risques présents sur le poste de travail. Voilà. D'autant plus que la visite d'embauche constitue la seule exception en médecine où le médecin a obligation de résultat. Parce que l'employeur te fait venir un futur travailleur pour que tu lui dises est-ce qu'il est apte ou pas à occuper un poste. C'est un résultat. C'est la seule dérogation. Et ça engage plein de responsabilités et c'est pour vous conforter. Merci beaucoup. Merci, professeur.